Holindaf Nun Het Amud Bet, on va commencer par Nun Het Amud Aleph, les 4 dernières lignes. Amar Ravuna Kol Biria Shenbo Etzem Eno Mitkayem Shnem Asar Chodesh. Ravuna nous enseigne un phénomène naturel, lequel, c'est que toute créature qui n'a pas d'os ne peut pas survivre au-delà de 12 mois. Ça veut dire que cette créature est vouée à la mort avant la fin du 12e mois. Amarav Papa, Shma Mina Midravuna, Hade Amar Shmuel, Kishot Sheitlia Beibeha Asura. Hanetamre de Kada, les Batar Teresar Yarheshata, Sharian. Rav Papa, de par cet enseignement d'ordre scientifique, qui consiste à dire qu'une bête, un reptile, qui n'a pas d'os, ne peut pas vivre au-delà de 12 mois, on peut en déduire une halakha. Laquelle? Il faut savoir que lorsque la Torah nous a interdit les reptiles, les rampants, elle nous a interdit 3 sortes de reptiles. Sheretz ha'of, Sheretz ha'aretz et Sheretz ha'maim. Les reptiles volants dans l'air, ceux qui rampent sur la terre et ceux qui circulent dans l'eau, dans la mer, ou dans n'importe quel plan d'eau. Et plus il y a des lavim en fonction, dans le Sheretz ha'maim, il y a 4 lavim, 4 interdictions, dans le Sheretz ha'aretz, 5, et dans le Sheretz ha'of, 6. C'est-à-dire quelqu'un qui mangerait un Sheretz ha'of prendrait 6 fois Malkout. D'accord ? 6 fois 39 coups. Maintenant, qui nous a enseigné une règle scientifique, à savoir qu'un reptile qui n'a pas d'os ne peut pas survivre au-delà de 12 mois, alors il faut rappeler maintenant une autre halakha. La Torah nous interdit de manger ha-sheretz ha-shoretz ala haretz. Les reptiles qui poussent sur la terre, à partir de quel moment? Les reptiles qui rampent sur la terre, à partir de quel moment un reptile qui a été produit, qui est né dans un fruit, est interdit? À partir du moment où il a été shoretz à la haretz, où il a circulé, il a avancé, il a bougé, il a eu un déplacement d'un endroit à l'autre. S'il n'était pas shoretz al haaretz, il n'y a pas de issour. Prenons un exemple, un fruit qui se trouve sur l'arbre. Il est rattaché à l'arbre. L'arbre est rattaché au sol. Donc c'est considéré à la haaretz. Si à l'intérieur du fruit, il y a un espace vide, donc le reptile, il a pu circuler à l'intérieur, il n'était pas contracté, n'était pas prisonnier du fruit lui-même, car il a suffisamment rongé à l'intérieur pour pouvoir circuler dedans. De ce fait, le reptile s'appelle shoretz ala haretz. Il est assourd. S'il n'avait pas bougé du tout, il ne pouvait pas bouger, il n'y aurait pas eu de issour. Parce qu'il n'a pas été shoretz ala haretz. Ou bien s'il n'y avait pas de trou pour qu'il sorte de là-bas, il n'aurait été pas qualifié de shoretz ala haretz. Mais ça, c'est seulement pour des reptiles qui sont nés dans un fruit qui était rattaché au sol. Mais un reptile qui est né dans un fruit qui était détaché du sol, quand est-ce qu'il s'appelle shoretz ala haretz? Que s'il est sorti du fruit et qu'il a circulé sur le sol. Mais tant qu'il est dans le fruit, il s'appelle circulant dans le fruit et pas sur le sol. Quand le fruit est rattaché à l'arbre qui est rattaché au sol, alors même lorsqu'il bouge à l'intérieur du fruit, ça s'appelle qu'il a marché sur la terre. Car le fruit rattaché à l'arbre qui est rattaché sur le sol s'appelle la terre. Kol ha-mechubar la karka, ke karka. Tout ce qui est rattaché au sol s'appelle le sol. Mais le fruit qui est déjà cueilli, qui est déjà détaché du sol, et maintenant ce fruit a pourri,
ce fruit qui était de bonne qualité, il n'y avait pas de vers. Et à l'intérieur, maintenant, de ce fruit, il y a eu une prolifération de reptiles. Ces reptiles-là, tant qu'ils sont dans le fruit, ils sont permis à la consommation. Pas de choc émotionnel, âme sensible, s'abstenir. Chut. Les fruits qui sont, les reptiles qui sont dans le fruit et qui ne sont pas sortis à l'extérieur du fruit et qui n'ont pas circulé sur le sol ne s'appellent pas shoretz ala haaretz. Donc il n'y a pas de issur. Les dattes, par exemple, où il pourrait y avoir à l'intérieur des dattes des petits reptiles, c'est moutard de les manger. Pourquoi ? Parce que ces insectes qui sont nés à l'intérieur, produits par la date. C'est produit par la date, c'est moutard. Comme du roquefort, où vous avez des vers qui vont être produits par le fromage et qui ne sont pas sortis à l'extérieur et qui n'ont pas circulé sur le sol. Ils ont circulé à l'intérieur du fromage. Ils sont nés par le fromage. Ces vers de fromage sont nés par le fromage et ils sont restés à l'intérieur du fromage. Ils n'ont pas circulé à l'extérieur sur le sol. Alors ça s'appelle des vers fromagés qui sont permis à la consommation. C'est du fromage qui bouge. Mais dans les dates, en pratique, on n'a jamais fait ça. Oui, je ne parle pas de pratique, on est en train d'étudier la Gemara, Rabbeinu Shalita. Alors, maintenant, nous avons donc ici imaginons des dates. On a dedans des petits vers. Ces vers-là, permis ou interdits, ça dépend. Ils circulent dans la date. Mais où est-ce qu'ils sont nés? À quel moment ils sont nés, ces vers? S'ils sont nés sur l'arbre, ils ont donc circulé dans la date qui était rattachée à l'arbre, et l'arbre est rattaché au sol, donc ils ont circulé dans la date qui est elle-même considérée comme le sol lui-même. Ça s'appelle shoretz ala haaretz. Bechol hasheretz shoretz ala haaretz. Donc c'est assourd. Mais si on est sûr qu'au moment où on a cueilli la date, il n'y avait rien, ce n'est que plus tard que la date a pourri, et qu'il y a eu une prolifération d'insectes à l'intérieur qui sont nés de la date, eh bien dans ce cas-là, on considère que c'est moutard, puisqu'ils n'ont pas circulé à l'extérieur. Donc ils ne s'appellent pas sheretz à shoretz à la haaretz. Ce sont des vers datés comme des vers fromagés. Comment on voit ça? Alors, 2 secondes. Smana. Maintenant, comment on va savoir si par exemple les dates étaient âgées d'1 an? Si la date elle est âgée d'1 an, et je vois dedans à l'intérieur des vers qui circulent, si ces vers-là étaient là depuis qu'ils étaient sur l'arbre, ça veut dire qu'au moment où je les ai cueillis, j'ai cueilli la date avec les vers qui étaient dedans. Maintenant, 12 mois après, on a dit maintenant que des créatures qui n'ont pas d'os ne peuvent pas survivre au-delà de 12 mois. Si maintenant je vois que le ver circule à l'intérieur, c'est qu'il a forcément moins d'1 an. Ça veut dire que moi j'ai cueilli il y a 1 an et 1 jour. Maintenant je vois que ce ver circule. Comment il peut vivre ce ver-là? Quoi, je l'ai cueilli. Au moment où je l'ai cueilli, donc il était shoretz ala haaretz. Donc il est assourd parce qu'il a circulé dans la date qui était rattachée à l'arbre. C'est pas possible. On a une règle enseignée par Ravuna, qui est une règle scientifique, qui consiste à dire que toute créature qui n'a pas d'os ne peut pas survivre au-delà de 12 mois. Donc ce ver-là, c'est pas possible qu'il est là dans la date depuis 12 mois et 1 jour. Donc forcément, il est né quand? Après la cueillette, puisqu'il n'a pas d'os et il vit, donc il a forcément moins de 12 mois. Moins de 12 mois, où est-ce qu'il est né? Dans la date. Dans la date, quand est-ce qu'il a été cueilli? C'est-à-dire, quand est-ce que le ver est né? Après que j'ai cueilli la date. Donc même s'il circule dans la date, c'est permis, parce qu'il ne s'appelle pas shoretz ala haaretz. Il s'appelle un reptile rampant dans la date. Et ce n'est pas un reptile rampant sur terre. Lisons maintenant
dans le texte. S'il vous plaît, lisez le dernier Rashi de la page Nunhet Hamoud Aleph. Lisez le dernier Rashi de la page. Asura hatola'at ba'achila. De kevan de mehallechet betoch hakishot, והקישוט מחוברת לקרקע, שורץ על הארץ קרינבה. אבל התליעה בתלוש, לאו שורץ הוא, עד דנפיק מיני ומהלך על גבי הקרקע. כדמפרש בשילי פירקין, דף סמך זין. Je n'ai pas l'habitude de vous traduire les rachis. On étudie la Gemara selon Rashi. Mais cette fois-ci, comme je voudrais enfoncer le clou, je voudrais traduire mot à mot ce Rashi que je viens de lire. Amarav Huna kol biria shen ba'et semeno mitkayem yud bet chodesh. Amarav Papa shma mina midera Huna hade amar Shmuel kishot sheitleya beibeha asura. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Papa a déduit de la règle scientifique de Rav Huna qui consiste à dire que une créature qui n'a pas de Hatzamot ne va pas survivre au-delà de 12 mois, il en déduit déjà que Kishot, ça veut dire quoi Kishot? Kishouim, des courgettes ou des courges. Tant que c'est rattaché au sol, si on a trouvé dedans des tolaim, ce qu'on appelle Kishot, sheitliya beibeha. Qu'est-ce que ça veut dire beibeha? Ibeha nahal. Ça veut dire qu'elle était encore attachée au sol, cette courge. Beibeha. D'accord? Ibé, c'est la tige qui relie le fruit à la terre. Donc, les tolaïm que j'ai trouvés dans les courges, elles sont là, elles sont nées où? Et ils sont nés où, ces vers? Sur la terre. Rashi. Asura, pourquoi c'est assour de manger ces tolaïm? Atolaat yasura ba'achila. De kevan de mehalechet betoch hakishot. Puisque le ver il circule à l'intérieur de la courge. Ve'akishot mehoberet bakarka. Et la courge, elle est rattachée au sol. Shoretz ala aretz karinabe. Là, on applique le pasouk. Bechol hasheretz hashoretz ala aretz. La Torah m'interdit le reptile qui rampe sur terre. Aval itli'a betalouch. Mais si jamais le ver est né d'un légume ou d'un fruit qui était talouche, c'est quoi talouche? Détaché du sol. Lav shoretzu. Ça ne s'appelle pas un reptile rampant. Ce reptile n'a pas eu encore la possibilité de ramper sur le sol. Lav shoretsu ala aretz. Ad denafik mineh. Jusqu'à ce qu'il va sortir du fruit ou du légume. Umehalech al gabe al karka. Et qu'il va marcher sur le sol. Là, on peut dire que c'est appliqué cette notion de shoretz ala aretz. Il a rampé sur terre. Mais tant qu'il est encore à l'intérieur du fruit, qui était détaché du sol, et il est né à l'intérieur de ce fruit, eh bien, il n'est pas assour, car il ne s'appelle pas shoretz ala aretz. Je tourne la page. Qu'est-ce qu'il faut encore déduire de ce que dit Rav Huna? Hane tamre dekada, les tmarim qui se trouvent dans le kad. C'est quoi le kad? La cruche. Rashi dit en haut. Hane tamre dekada, sheitli'u. Je ne sais pas, je me pose la question, lorsque j'ai ouvert la date et j'ai trouvé dedans des shratsim, des reptiles, est-ce que j'ai le droit de manger la date avec les reptiles ou c'est assour? Deux possibilités. Peut-être assour dans la mesure où ces reptiles sont là depuis que les dates étaient rattachées au palmier qui était rattaché au sol. Car dans ce cas-là, quand ils ont circulé dans le fruit, ça s'appelait shoretz ala aretz. Deuxième hypothèse, c'est que les fruits n'étaient pas là au moment où la date était rattachée au sol. Ce n'est qu'après la cueillette que ces vers sont nés. Donc ils n'ont pas rampé sur le sol, mais que dans le fruit qui était dans la cruche. Dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas shoretz ala aretz et donc permis. Maintenant, je ne sais pas. Est-ce que j'ai le droit de manger cette date avec ces vers, oui ou non? On te dit, écoute bien, si ces fruits sont dans le cad depuis plus de 12 mois, eh bien tu as le droit. Pourquoi? Regardez Rashi. Les bâtards
Tresar, Yarhe, Shata, Sharian. Après 12 mois où les dattes sont dans la cruche, tu as le droit. Des ibim hubar, hitliya, lohave haye adashta. Car si les tolaim, les petits vers de terre qu'il y a dans la date, s'ils étaient nés depuis que la date était rattachée au sol, c'est pas possible qu'aujourd'hui ils circulent et ils sont vivants, car nous le savons que tous les insectes qui n'ont pas de Etzem ne peuvent pas survivre plus de 12 mois. Donc si c'est vivant, c'est que c'est né après. Ils ne peuvent pas proliférer? Apparemment, non. Apparemment, non. Survivre généralement, ça veut dire de même l'extérieur et tout, leur longueur de vie ne dépasse pas 12 mois. C'est ça. Alors maintenant, écoutez ça. Le problème, c'est qu'il y a une autre question à poser. Laquelle? Ok, d'accord. Ça ne va pas survivre au-delà de 12 mois. Mais peut-être que c'est devenu, on va dire, maintenant, voilà, c'est un ver qui est mort. Un ver qui est mort, on a le droit de le manger? Non. Alors pourquoi ça devient permis? Peut-être qu'ici, il y a de la poudre de verre. Eh bien, ici, on nous dit que c'est du afar, c'est pas interdit. Je vous lis. Afalpi shatolarim shenotru mimchubar asurot gam leachar shemetu. Il faut dire qu'après 12 mois, c'est pas seulement que ces petits vers vont mourir, mais même physiquement, ils se désagrègent jusqu'à devenir de la poudre. Ça veut dire sont effrités. Ce n'est devenu que du afar qui n'est pas mangeable. Du afar qui n'est pas mangeable. Le lachon, c'est pas que va mourir après 12 mois. Enomit kayem, ça ne tient pas. Ça se désagrège totalement. Velo amar enohai. Il n'est pas dit enohai. C'est écrit enomit kayem. C'est comme ça que le Roche, au nom du Ravad, et le Ran, et même le Meiri, le Rashba, donc nous enseigne. Ulam, amaharam shif, medaik milachon rashi. שרב פאפה מתירה כתתולעים שנמצאו חיות בתמרים, שהם בוודאי נוצרו רק לאחר תלישת התמרים, כיוון שאינם יכולות לחיות 12 חודש, אבל אסור לאכול את התמרים עצמם ללא בדיקה, כי יש לחשוש שנשארו בהם תולעים שנוצרו במחובר ומתו, ואין לתלות שהתפוררו ונעשו עפר. Le Maharam Shif n'est pas d'accord, et il dit que de Rashi, on peut déduire que lorsque tu ouvres, tu dois regarder les vivants, tu peux les manger, les morts, tu dois les retirer. Il déduit ça du Lachon de Rashi. Regardez, deuxième ligne de Rashi en haut, les bâtards très sariach heshata sharian deibim hubar hitliya lo ave haye adhashta. Donc Rashi a bien parlé de hayim dans le Lachon d'Agmara mitkayem. Et Rashi a traduit Mitkayem par Hay. Donc il veut dire que Rashi n'est pas d'accord avec ces Rishonim qui considèrent que c'est que de la poussière, que c'est que de la poudre. Non, il y a quand même un issour de manger des vers qui sont morts. Alors même si c'est de la poudre, c'est tout de même un résidu de ces vers. Amarav, letbaka bar yoma, veledidva batchata. Rav nous dit qu'il n'existe pas de zvouv, c'est-à-dire c'est une sorte d'insecte qui pique, et il s'appelle baka. Ce baka-là, il vit au maximum un jour. C'est-à-dire il vit même moins qu'un jour, il termine même pas 24 heures. Le baka, il n'y en a pas qui est barioma. Il n'y a pas un baka qui a plus de 24 heures. Il meurt toujours avant la fin des 24 heures. Oui, c'est un moustique. Mais c'est un moustique spécial qui piquait, comme un tzir rachidi, baka, min zvouv, tsetse, vehin hoshechet ketzira. Vele didva barchata. Et il n'y a pas de didva, c'est zvouv.
Barshata qui a 1 an. Rachidi dit Didva Zvouv. C'est pas possible que le Zvouv vive plus d'1 an. Amarle Rav Papa le Abaye, Vea Amri Inche. Rav Papa dit à Abaye, je suis étonné de ce que tu m'affirmes là. Parce qu'il y a une, comment on appelle ça, un adage, un genre de fable de La Fontaine. Les gens avaient l'habitude de dire qu'il y a eu une dispute entre le mâle et la femelle de la mouche. Le mâle et la femelle, tous les deux se sont disputés. La femelle en a voulu à son mâle, lui a dit « Toi, tu as bien mangé et tu ne m'as pas invité à ce repas. » C'est quand? C'est lorsque les gens de Mahosa, qui étaient très gros, quand ils sortaient de la piscine, ils sortaient de la mer, et ils allaient comme ça ensuite s'essuyer avec la serviette. Et le Zvouv mâle a trouvé un gros monsieur comme ça, il a dit « Maintenant, j'ai de quoi manger, il y a de la matière grasse. » Et tu ne m'as pas invité à moi la femelle, je ne te parle plus pendant 7 ans. Alors, regardez. Alors, Amarle Rav Papa le Abaye Vea Amri Inche. Mais il y a un proverbe, Chev Chené, c'est-à-dire Chav Chené, 7 ans. Chav Chené, pendant 7 ans. Imra Bakta mi Baka. Mademoiselle Bakta, plutôt Madame Bakta, elle s'est révoltée contre Monsieur Baka. C'est-à-dire, Baka, c'est le Zvouv mâle. Bakta, c'est Zvouv femelle. Alors, Madame Zvouvit, elle s'est révoltée contre Monsieur Zvouv. Amrale, elle lui a dit, Hazite les bar Mahosa des Sahab et Maya. Tu as vu cet homme-là de la ville de Mahosa. Dans la ville de Mahosa, c'était des gens qui étaient au chômage technique. Ils étaient très riches, mais ils ne travaillaient pas beaucoup. Et donc, ils grossissaient. Bar Mahosa des Sahab et Maya, qui a été nagé dans l'eau, il a été à la mer. Vesalik, Vikrach, Vesadinim. Il est remonté de l'eau, il a été s'essuyer avec le sadine. Veotivat ale ou matzatmine. Toi, tu t'es installé sur son dos, sur son ventre, et tu as bien sucé. Velo d'artali, et tu ne m'as pas informé que moi aussi j'en profite. Alors, Imra, c'est quoi Imra? C'est comme Imreda. Marda. Alors tu vois que pendant 7 ans, Madame Zvouv s'est révoltée contre Monsieur Zvouv. Alors pourquoi tu as dit que le Baka, il ne peut pas dépasser 1 an? Alors juste Rashi dit, Bar Mahosa, Al Shem Shayub ne Mahosa, Me'onnagim ou Shmenim, Ne'emar Mashalze Alehem. Pourquoi est-ce que la blague, pourquoi la blague elle a été faite par rapport au Bnei Mahosa et pas par rapport à d'autres personnes, puisque les Zvouvim ils s'attaquent à tout le monde? Il dit parce qu'eux ils étaient très connus pour être des gens obèses, c'est pour ça que le proverbe on l'a appliqué à ces gens-là. Ça veut dire que chaque ville elle a sa spécificité et donc les gens aiment bien fabriquer des anecdotes, ils aiment bien inventer des anecdotes par rapport au tempérament des habitants de cette ville. Il y a des gens qui sont dans une ville, des gens généreux, il y a des villes comme ça, et donc on aime bien inventer toutes sortes de blagues par rapport à ça. Mais en tout cas, le proverbe, l'adage qui a été concocté, ça a été par rapport à un Zvouv et Zvouvit. Et tu vois donc que l'histoire c'était pendant 7 ans. On n'aurait pas inventé une histoire de 7 ans si ce n'était pas que le Zvouv, il vit pendant 7 ans. Alors, il lui a répondu par une question. Amarlé, Ultamir, si déjà tu veux t'appuyer sur l'anecdote inventée par les gens, Hade Amri Inche, il y a encore une deuxième parabole. Shitin Mane Parzela, Taloulé les Baka Bekournese. Miika, Ihugufe Kamahave, et là, Bemane Didhu, Achadami Bishne Dinhu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a aussi un proverbe qui dit que attention à la piqûre du baka. Le baka, c'est cette mouche tsetse qui pique, on aurait dit,
que cette mouche-là porte 60 kélim pleins de métal. Ça veut dire quand tu prends le volume, prends une massue, d'accord? Tu prends une massue où il y a dedans 60 volumes de kélim plein de métaux. Et tu donnes un coup avec ça à quelqu'un. Tu l'as éclaté. Eh bien, dans la piqûre de la mouche tsetse, sa piqûre à elle, elle a un impact sur la chair de la personne qu'elle a mordue, qu'elle a piqué, comme si ce monsieur avait reçu un coup de 60 kélim de métal. Alors lui dit, dis-moi, le zvouv, il peut porter 60 kélim de métal, lui-même combien il pèse? Une petite mouche. Et la vaddaï, qu'on parle de ce qui est relatif au corps du zvouv. La même chose, quand on dit 7 ans par rapport à la vie du zvouv. Tout est relatif. Le zvouv, il vit, on a dit, 1 an. Non. Moins d'1 an, il ne dépasse pas 1 an. 24 heures. Non, ça c'est Boka. Boka. Moi je parle de Bacta. Vous parlez, pardon, de... Oui. Moi je parle de Didva. Didva. Donc Didva, tu me dis 1 an. Mapitom. Et la vaddaï que tout est relatif. Pour la mouche qui vit 1 an, alors il y a dans sa vie à elle des proportions. 7 ans, 7 années de la vie du zvouv, qui à l'échelle humaine ne vit qu'1 an, mais dans son échelle à elle, dans la vie des mouches, 1 an c'est beaucoup. Alors par exemple, je prends un exemple comme ça, hein, on va dire, un être humain, la vie moyenne 70 ans, 1/10, c'est 7 ans, alors on va dire 1/10 de la vie d'une mouche, combien elle vit? 12 mois, 1/10 c'est 1 mois, 1 mois et 40 jours. Eh bien 40 jours, ça s'appelle 7 ans. D'accord? Un exemple. Donc ça veut dire chaque chaîné par rapport à leur vie à eux. Tout est relatif. Regardez à l'époque avant le déluge, les gens vivaient des siècles. Pour eux, quelqu'un qui quittait ce monde à l'âge de 300 ans, c'était un petit jeune homme, skin, qui n'a même pas encore goûté à la vie. Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a vécu 120 ans, il le regarde avec des loupes. Mais ça existe, ça? D'accord? Donc, ce qui veut dire que tout est relatif. C'est une question de normes de société. Ok. Passons maintenant à un autre sujet. On revient au sujet des tréfotes. Vous vous rappelez? N'oublions pas qu'on est ici dans le Perek Elul Trefot. Tenan Hatab. On a appris dans ma Sechet Bechorot, Daf Mem, une Mishnah qui dit Behema, Ba'alat Hamesh Shanim, Ba'alat Hamesh Raglaim, Oshen Laila Shalosh, Arezemum. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'un Bechor, il doit être sacrifié comme Korban. Kadesh li kol Bechor. Donc un petit veau, on doit le donner au Kohen, qui va en faire un Korban. C'est seulement si le Bechor est parfait. Mais s'il a un moum, alors il n'est plus Korban. Il n'est plus Kadosh. Il peut être mangé comme ça, on fait Shchita Venigmar. Qu'est-ce qui s'appelle moum? Un moum, ça peut être soit un Hissaron, soit au contraire un Itaron. Soit un membre en moins, soit un membre en plus. Behema, Ba'alat Hamesh Raglaim, Oshen Laila Shalosh, Arezemum. Si par exemple la bête elle a 5 pattes au lieu de 4, c'est un défaut, ce Bechor n'est pas Kadosh. Ou bien si au contraire elle n'a que 3 pattes au lieu de 4, ce Bechor n'est pas Kadosh. La Gemara déduit de là que c'est uniquement à titre de Korban que ce n'est pas Kadosh. Mais à titre de consommation pour l'homme, c'est Moutar. Amar Avuna Loshanu, et là chez Haser Viater Beyad. Aval Haser Viater Baregel, Terefana Mihavia, Maitama Koliater Kenatul Dami. Il y a une différence entre Yad va Regel. On avait appris ça ces derniers jours.
que le col du fémur est problématique. Si jamais la pâte s'est arrachée du fémur, du col du fémur, dans ce cas-là, tréfa. Mais c'est seulement à l'arrière, dans la pâte arrière, mais pas devant. Problème de l'épaule, il n'y a pas de tréfout. Donc les deux pattes avant, on les appelle yadaim. Les deux pattes arrière, on les appelle raglaim. Le problème d'une pâte qui s'est déboîtée, d'une luxation de la pâte arrière, qui s'est détachée du col du fémur, mais pas seulement détachée, c'est que aussi on avait vu que le nerf, que les tendons qui relient le fémur au col du fémur, ça s'est complètement putréfié. Là, c'est tréfa. Ce din-là, de pâte arrachée, ça rend tréfa. Figurez-vous que même si elle est née comme ça, avec 3 pattes, et il lui manque une patte, elle est considérée tréfa. Exactement comme si elle en avait 4 et qu'il y en a une qui s'est arrachée. Il n'y a pas de différence entre née avec 3 pattes ou bien née avec 4 et que l'une s'est arrachée. Pour tréfa. Je parle de tréfa pour manger. Je parle de manger ici maintenant. Je parle plus de bechor. Je parle de manger. Manger, c'est tréfa. Maintenant, mieux encore, Hidouche numéro 2, c'est que Yater Kenatul Dami. Un membre en plus, c'est comme un membre en moins. C'est-à-dire, s'il y a une patte en plus, c'est comme s'il y a une patte en moins. Et donc, 5 pattes, donc elle a une patte en plus à l'arrière, je considère comme si elle avait une patte en moins à l'arrière. Et donc, Terefa. Si elle a une patte en plus devant, eh bien c'est cachère. Parce que c'est comme une patte en moins devant, Yadaim c'est cachère. Alors maintenant, la Gemara simplement veut nous donner une précision que tout ce qu'on a dit là-bas dans la Mishnah, que Behema Ba'alat Hamesh Raglaim, Oshen Laila Shalosh Arezemum, que c'est considéré comme un moum pour le korban, mais tu as le droit de manger à des fins personnelles. Ça veut dire que c'est pas kadosh comme korban parce qu'il y a un moum, mais c'est comme un petit défaut qui disqualifie le korban, mais qui rend pas la bête terefa, comme par exemple une paupière coupée. Alors, elle est terefa, elle est disqualifiée en tant que korban, d'accord, mais tu peux la manger, c'est pas trefa. Pareil pour les pâtes. Amarabuna loshanu, et là chez haser viyater biyad, aval haser viyater baregel, terefa nami havia. Maitama kol yater kenatul dami. C'est ce que nous dit ici Rav Huna, que on considère que ce n'est pas terefa, c'est juste pas kadosh en tant que bechor, lorsque le yater et natul, c'est au niveau des yadaim. Mais si le yater et natul, c'est au niveau des raglaim, eh bien c'est non seulement pas sacrifiable, ce n'est même pas mangeable pour une consommation profane, pour un homme. Maintenant, la Gemara nous parle de cette notion de yater kenatul dami, que quand il y a un membre en plus, c'est comme un membre en moins. Haï hevata dehavala tarte sanya dive. Aïtuha le ravina ve tarfa mideravhuna. Qu'est-ce que ça veut dire hevata? Hevata, ça veut dire haya. Une bête qui avait tarté, c'est quoi tarté? 2. Sanya dive. C'est quoi Sanya dive? Qui est-ce qui se souvient? On l'appelait l'intestin aveugle. Pourquoi on l'appelle l'intestin aveugle? Parce qu'il est toujours plein d'excréments. N'est-ce pas? C'est pas comme les intestins où il y a juste un passage et en général c'est transparent, c'est translucide. Ce n'est pas comme ça. Le Sanya dive, d'ailleurs, la traduction de Sanya dive, on avait 2 traductions. Sanya divé, le mot divé veut dire zav, puisque en araméen, le dalet remplace le zaïn en hébreu. Sanya, c'est sanouille. Ce qui coule est sanouille, est répugnant. Ce qui coule du sanya divé, c'est répugnant. Ça, c'était une traduction de sanya divé. Une autre traduction, c'est que divé, c'est ze'ev, puisque le dalet en araméen remplace le zaïn en hébreu. Donc divé, c'est comme ze'ev, ze'ev, des loups. Le sanya divé, normalement, les loups, ils aiment bien la viande fraîche. Et ils vont dévorer des animaux. Ils vont dévorer des petites bêtes, des moutons et ainsi de suite. Eh bien, cette partie de l'intestin
qui est pleine d'excréments est tellement dégoûtante que même les loups qui aiment bien la viande, mais dès qu'ils voient le sanya divé, ils s'éloignent. Ils n'en veulent pas. C'est sanouille, c'est répugnant, même pour les évim. Ok. D'une manière ou d'une autre, ce sanya divé, s'il est manquant, il y a eu ablation, tréfa. Quel est le din si on a eu 2 sanya divé? On a un en plus. Figurez-vous qu'on a dit que c'est aussi terefa. Pourquoi? Yater kenatul dami. Quand il y a en plus, c'est comme s'il y a en moins. Haï hevata de avala tarte sanya dive, aïtou ale ravina, vetarfa mideravuna. On a donc présenté une bête à Ravina où il y avait 2 sanya dive et il a dit que c'était refa. Et de qui il a appris que c'était refa? De Ravuna qui a dit yater kenatul dami. Vei shafran lahadade keshera. Mais s'il y avait un vase communicant entre les 2 sanya dive, ça veut dire que le sanya divé, c'est vrai qu'il y avait un dédoublement, mais c'est un dédoublement, c'est 2 en 1, 2 qui font 1. Étant donné qu'il y avait un vase communicant entre les 2, je ne peux pas les considérer comme 2, je les considère comme un seul sanya divé, mais qui a une malformation. Ça veut dire que au lieu d'avoir un seul sanya divé, un seul conduit, on a 2 conduits, mais qui en fait forment un seul conduit, puisqu'ils ont un vase communicant. Shafran lahadade. Keshera. La Gemara maintenant nous raconte une histoire. Ahi guvta de havanaf kami bekase lehuvlila. Sava Rav Ashi le mitrefa. Amar le Rav Huna mor bar hiya le Rav Ashi. Kol haneheve bar yada hachi itlehu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait une bête où on a trouvé qu'il y avait entre le cassé et le houvlila, entre le bécassé et le houvlila, comme un genre de gouvta. Alors je fais exprès de vous dire tout ça dans des termes pour que vous me demandiez quelle est la traduction. Il y avait un gouvta, on a trouvé un truc bizarre. On a trouvé un gouvta entre le bécassé et le houvlila. Alors, ils ont amené ça à qui? À Rav Ashi, il a voulu dire taref. Et puis, Rav Huna lui a dit non, que tous les animaux de leur région, c'est comme ça qu'ils sont, et donc, ce n'est pas considéré comme taref. Alors, de quoi il s'agissait? Il y avait comme un genre, vous savez très bien qu'est-ce que c'est, bécassé, c'est bête à kosot. Bête à kosot, c'est la panse. On avait déjà vu qu'il y avait dans l'estomac, dans l'appareil digestif plutôt, d'un ruminant, 4 estomacs. Il y a le keres, le bêta kosot, le hemses et la keva. Donc la bête au début, dès qu'elle ingurgite, ça va au keres, après ça va au bêta kosot, ça devient des petites boules dans les alvéoles là-bas qu'on appelle bêta kosot parce que c'est comme des kosot. Et donc ces petites guérottes, ma'ale guéra, ça remonte à la bouche, elle va à nouveau mâcher, ça va retourner au bêta kosot, ça va traverser, arriver au hemses, il va y avoir les sucs gastriques, donc tous ces acides qui vont se mélanger à l'aliment, qui ensuite va se déverser dans la keva où ça sera totalement broyé dans l'estomac de la keva, et là-bas, ça va dans les intestins comme déchets corporels, comme excréments. Normalement, il y a un conduit direct qui va du bêta kosot au hemses, puisqu'ils se suivent. Après que l'aliment ait traversé le bêta kosot, il va au hemses. Et là, du coup, on a trouvé comme un tuyau, un canal, en plus, qui n'a rien à faire ici, entre le hemses, entre le bêta kosot et le hemses. On a montré ça à Rav Ashi, il a dit, Rav Huna nous a enseigné une règle. Yater, kenatul dami. En plus, c'est comme en moi. Donc ici, c'est comme si on avait un trou. Nahon? C'est comme si tu avais retiré carrément une partie du hemses ou du bêta kosot. Pourquoi? Parce que, en plus, c'est comme en moi. Oui, mais ce conduit-là, il était sur les parois
dans les parois du M16 et Beth Kosot. Alors, imaginons que tu retires tout ce conduit-là. Tu as un trou dans le Beth Kosot. Tu enlèves ce conduit-là. Tu as un trou dans le M16. Alors, c'est Taref. Il a voulu dire Taref. Ravuna, mort, bar, hiya, a dit à Ravashi que toutes ces hayot, kol hanechive, barayata, c'est quoi barayata? Qui se trouve à l'extérieur, qui vont dans les prairies à l'extérieur, qui ne sont pas alimentés et nourris avec des bonnes préparations, ils se trouvent à l'extérieur, ils vont brouter un peu partout, n'importe quoi, eh bien c'est vrai qu'ils ont comme ça cette, j'allais dire malformation, mais c'est une malformation courante, c'est pas quelque chose qui les rend téréfa. Puisque c'est quelque chose de classique, on ne peut pas considérer qu'il y a là une excroissance qui sort du phénomène naturel. Ça reste dans le cadre naturel des choses, et donc il ne faut pas considérer ça comme Yater Kenatoul, comme si c'était une cinquième patte, ou comme quelque chose, comme les Sanya d'Ivé, on avait dit que s'il y en a deux, c'est comme s'il n'y en a pas du tout, et donc Tréfa. Il ne faut pas considérer que c'est quelque chose qui est totalement hors nature. Si c'est hors de cette région-là, à 500 km, avec ça, on peut se référer au pâturage d'il y a 500 Oui, parce que certainement, il a dû avoir une même alimentation, il a dû avoir comment on appelle ça, une vie qui correspond à la vie des bêtes qui se trouvent là-bas. La Gemara raconte encore une histoire dans le même ordre d'idées. Haou Gufta de Avame Abraham Ibekase de Karsa. Il y avait un genre de conduit qu'on a retrouvé entre le Keres et le Bet HaKosot. Savar Mor Barabashi l'Arshura. Alors Mor Barabashi a voulu dire Kacher. Comme on avait dit entre le Bet HaKosot et le M16 Kacher, pourquoi ne pas dire la même chose pour un conduit qu'on retrouve en plus entre le Bet HaKosot et le Keres? Amarle Raboshaya Atukulhu Behada Mechita Mahtinhu Echade Itmar Itmar Echade Lo Itmar Lo Itmar. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, apparemment tu as tout mis dans le même tissu. Behada Mahta Mahtinhu. Lorsqu'on va faire un tissu, on va fabriquer un tissu, on va utiliser un appareil. Le tisserand, il utilise un appareil pour tisser. Le chétiv à Erev. Alors il fait tout en même temps, tout le tissu va être tissé en même temps. Chétiv à Erev, et on a un tissu. Alors il a pris ça comme exemple, comme expression. Il lui dit, apparemment, tu as tout mis dans le même tissu, toi. Tu crois que parce que on a dit kasher, dans ce cas, tu veux dire kasher aussi dans ton cas? Ne compare pas les cas. Certes, une excroissance entre le Bet HaKosot et le M16, c'est quelque chose que l'on peut trouver, en effet, dans les bêtes qui vont se nourrir à l'extérieur, dans des prairies, et de ce fait, on dit que c'est kasher tout de même. C'est pas quelque chose qui est hors norme. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas dit que c'est considéré comme yater. C'est pour ça que c'est pas considéré comme natoul, donc kasher. Mais le cas de Keres et Bet HaKosot, ça c'est du jamais vu. Si c'est du jamais vu, donc ça reste quelque chose de hors nature. Si c'est hors nature, donc c'est yater. Si c'est yater, alors c'est kenatoul. Ravuna nous a déjà dit que yater kenatoul dami. Donc c'est taref. Echade itmar, echade lo itmar. Lo itmar. Lorsqu'on a dit que c'est kasher, ça va? C'est kasher. Mais ne l'applique pas à tout. C'est pas parce que ça ressemble que c'est identique. C'est pas parce que ça ressemble au niveau d'une excroissance que tu vas appliquer la même règle en disant, comme ici entre Bet HaKosot et M16 c'était kasher, alors ce serait kasher aussi entre Bet HaKosot et Keres. Non, entre Bet HaKosot et M16 c'est quelque chose qui est assez fréquent. Donc on comprend que c'est naturel. C'est pas hors norme.
Tandis qu'ici, c'est totalement hors nature, donc c'est considéré Yater Kenatul Lami et donc très fort. Juste une remarque personnelle, c'est que le premier Rav avant, c'était Rav Ashi. Le deuxième Rav, c'est Mor Barav Ashi. Et les deux, ils ont eu l'agréable surprise de se tromper. Ça veut dire que Rav Ashi, il a voulu appliquer la règle de Rav Huna, Yater Kenatul Lami. Et donc il a voulu dire Taref. Arrive Rav Hiya, Rav Huna Mar Bar Hiya, et va dire à Rav Ashi, ah non, faut pas dire Taref. Parce que ça, c'est quelque chose d'assez classique. C'est assez standard de retrouver cette malformation. Elle n'est pas à tel point atypique. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Donc Rav Ashi avait voulu interdire, et on lui a dit non, n'interdis pas parce que c'est assez courant. Après ça, on voit c'est qui parle, Mor Barav Ashi. Mor Barav Ashi a voulu maintenant autoriser, comme on avait dit à son père qu'il fallait autoriser. Il a voulu autoriser, on lui dit mais non, il faut interdire. Ça veut dire qu'à lui aussi, on lui dit mais non. Faut pas dire comme ton père a autorisé parce qu'on lui avait dit que c'était quelque chose de classique, que toi aussi tu vas autoriser comme ton père en pensant que c'est quelque chose de classique. Ça, c'est vraiment pas classique de trouver une gouvta entre le keres et le bécassé. Maintenant, après avoir parlé de gouvta, des canaux, des tuyaux qu'on a retrouvés en plus entre les estomacs, maintenant on va parler aussi de méraïm qu'on va retrouver en plus dans les méraïm, c'est-à-dire dans les intestins. He'id Natan Bar Shila, Rav Tabahaya de Tzipori. Qu'est-ce que ça veut dire, He'id? Il y avait un Rav Tabahaya, Rav Tabahim. C'est quoi Rav Tabahim? Le chef des bouchers. Tabah, c'est un boucher. Rav Tabahaya, c'était Rav Tabahim, le chef des bouchers de la ville de Tzipori. Il est venu, il a été Mérid. Il a dit à Rabbeinu, à Kadosh, Hérid Lifne Rabbi. Il lui a dit, Rabbeinu à Kadosh. Je peux vous raconter une histoire. Hérid al Shene Bene Me'aim Ayotzim Min HaBehema Kehad Shehitrefa. Ou Kenegdan Barof Keshera. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, Rabbi, si nous retrouvons deux méraïm, deux intestins qui sortent de l'estomac, si c'est dans une béhéma, c'est taref, si c'est dans un rof, c'est kacher. Pourquoi? Parce que dans les rofotes, c'est quelque chose qui peut arriver souvent. Bien que Rashi ait dit que de nos jours, on ne voit pas trop ce phénomène. Regardez comment Rashi dit Kenegdan barof keshera derof zimnin dehave hachi ve'afalgav de lo mishtakach lehu hachi kaim lehu. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi dit, moi, dans ma région, dans ma vie personnelle, je n'ai jamais croisé une volaille, un poulet, avec deux intestins qui sortent de l'estomac. Ça, je ne l'ai jamais vu. Mais il dit que Kacha Kaim Lehu, c'était une tradition chez les Hachamim, que c'est quelque chose qui peut avoir lieu et que ce n'est pas hors nature. Mais par contre, juste avant, Rashi, Shne Meraim Ayotzim Min HaBehema, Deitla Tarte Hadure de Kanta, ou Shneim Yotzim Min HaKeva Zeberosha Vezebeamtsaa, et les deux, ils sortent de la Keva, un de la tête de la Keva et l'autre du milieu de la Keva, c'est Taref. La Gemara dit, la Braïta elle-même dit, quand est-ce qu'on dit que c'est Taref? Bamme devarim amorim, ksheyotzim bishne mekomot, aval yotzim bemakom ehad, echalin ad keetzba, keshera. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si ça sort du même endroit, quand est-ce qu'on dit que c'est Taref, que un il sort d'un côté et l'autre du milieu? Alors c'est vraiment hétérogène.
Mais si ça sort de manière homogène, les deux conduits, ils sortent du même endroit, un à côté de l'autre, c'est kasher. Il faut aussi que ce soit kalé adetzba, que l'aboutissement, l'extrémité aussi, il y a le point de départ et il y a le point d'arrivée. Un intestin, c'est le conduit des excréments. Il va depuis l'estomac jusqu'à l'anus. Et donc, si, au début, ils étaient très proches, et à la fin, carrément, ils fusionnent. Dans le dernier etzba, au niveau du rectum, on retrouve là-bas, à la fin, un point de jonction. Kalim adke etzba, c'est beseder. Comment ça se fait? Parce qu'il y a une question sur Qui était à Natout Damen, pourquoi on n'applique pas la règle ici? Deux intestins. Alors, c'est ce qu'on dit maintenant, que c'est considéré comme deux intestins, yater kenatul dami, dans la mesure où ça sort de deux endroits. Mais quand il y a un vase communicant, alors c'est considéré comme un seul intestin. Par rapport à ça, par rapport à ce hidouche, de dire que yotzim bemakom ehad vekalin adke etzba, on dit que c'est kasher, il y a une mahloket entre Rabbi Ami et Rabbi Assi, deux Amoraïm. Pligé bar Rabbi Ami et Rabbi Assi. Had amar hode adre ve'arve, et had amar avalgav de lo adre ve'arve. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a un qui dit qu'il faut qu'à la fin il y ait un vase communicant, et l'autre va dire que même si finalement il n'y a pas de arve, il n'y a pas de ta'arovet, il n'y a pas de vase communicant, ils ne vont pas fusionner. Même s'ils ne fusionnent pas à la fin, malgré tout c'est kasher. La Gemara pose la question, elle dit je ne comprends pas. Mais dans la Baraïta, c'est pas ce qui est écrit. Bish lama lemande amar, ou de adre ve'arve, hainu de katane ad ketzba. Et là, lemande amar afalgav de lo adre ve'arve, may ad ketzba. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que, encore, d'après celui qui dit qu'à la fin, ça se rejoint et ça fusionne totalement, ke'etzba, alors on a compris que ça correspond à ce que dit la Braïta. C'est la Braïta elle-même qui a dit ça. Elle a dit kalin ad ke'etzba. Ça veut dire quoi kalin ad ke'etzba? Que ça se termine, ke'etzba. Donc ça veut dire que ça fusionne. Les deux en un. Hadar arve. Mais d'après celui qui dit afalgav de lo hadar arve, alors comment il peut comprendre la Braïta qui dit kalin ad ke'etzba? Comment il comprend ad ke'etzba? Il dit ad ke'etzba minemata. C'est-à-dire que, en fait, en bas au niveau de l'anus, ils se rejoignent. Ça veut dire que les tuyaux, ils restent séparés jusqu'au bout. C'est uniquement au niveau du point de sortie, c'est-à-dire l'évacuation par l'anus, c'est là où ils se rejoignent. Ça s'appelle mitarvin kalin ad ke'etzba. Il n'y a pas de tararovet entre les tuyaux. Ça veut dire que ce n'est pas deux tuyaux qui deviennent un. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que je peux imaginer comme ça. Imaginez-vous que ça c'est ke'etzba. D'accord? Ici c'est ke'etzba. Les deux arrivent et dans un rohav etzba, ils deviennent un. Un Y, exactement. On a un Y. Deux conduits qui arrivent et qui deviennent un. Alors ok, ils ont fusionné. Mais je peux dire que non. Mais il n'y a pas du tout de tuyau commun. C'est au niveau de l'évacuation même. C'est là où ils se rejoignent. Kalin ad ke'etzba minemata. Regardez Rashi. Minemata, samour lenekev hare'i mithabrin kede sheyehe hare'i yotse makom echad. Re'i, c'est les excréments. Donc ça sort de makom echad. Mais il n'y a pas eu de fusionnement au niveau des conduits. Ça ne fait pas un Y. Ça ne fait pas un Y. Et c'est tout de même kasher. Donc il y en a un qui dit que c'est kasher, même si ça ne fait pas de Y. À partir du moment où finalement les deux intestins arrivent au même point d'arrivée, c'est-à-dire à l'anus, et là-bas ça s'évacue, eh bien, puisque en haut ils étaient proches l'un de l'autre au moment de la sortie de l'estomac, et après à la fin ils arrivent, ils sont très proches, ils se rejoignent dans l'anus même, c'est kasher. Il y en a un autre qui est mahmir et dit non, ça ne suffit pas. Il faut qu'il fusionne déjà comme un Y,
qui est que Rohav Etzba, où on est un seul tuyau qui se bifurque comme un Y et qui devient deux tuyaux. Mais qui est quand même un Rohav Etzba, qui est quand même une épaisseur d'un tuyau, d'un Etzba, c'est pas beaucoup. D'accord? On va dire 2 cm. Il faut quand même qu'il y ait 2 cm d'un tuyau commun. Que l'intestin, les deux intestins, ont fusionné en un seul au niveau rectal, au niveau du rectum. Pourquoi on regarde le Shem Etzba, qui ne fusionne pas du tout? Le Shem Etzba, s'il fusionne, je comprends. Il y a une hauteur de Etzba. S'il fusionne jamais, on garde le Shem Etzba. Excellente question. Rabbi... Votre prénom? Alain Meir Shimon. Rabbi Meir Shimon pose une question très très belle. Pourquoi ça s'appelle Etzba? Etzba, il faut dire que c'est la largeur de l'anus même. La largeur de l'anus même, c'est lui qui s'appelle Etzba. Etzba milemata, c'est ça ce qu'il lui a dit. Ne crois pas que Etzba, c'est au niveau du tuyau de l'intestin, qu'il faut qu'il y ait une épaisseur d'intestin quand même, qui rejoigne, qui soit le point de jonction entre les deux. Non, le point de jonction, c'est dans le Etzba milemata, c'est l'anus lui-même, qui est Rohav Etzba. Ok. Rabbi Yehuda Omer, im nitla hanotza psula. Vous vous rappelez ce qu'on avait appris? Qu'un oiseau qui a été déplumé de son vivant, si c'est les grandes plumes, il n'y a pas de problème. Mais si c'est tout le duvet, ça veut dire qu'on a carrément arraché toutes les plumes au poulet de son vivant. Est-ce qu'il est tréfa ou pas? Selon Rabbi Yehuda, il est tréfa. Selon Chachamim, non. Ce qui veut dire que d'après Rabbi Yehuda, il ne peut pas survivre. Mais on avait vu qu'il y avait un rav qui s'appelait Rabbi Shimon ben Halafta, qui aimait bien faire les expériences. Il voulait toujours constater les choses de par lui-même. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on l'appelait Askan Bidvarim Hava. Il avait voulu même comprendre ce qu'avait dit Shlomo HaMelech. Lech el nemala atzel. Le fainéant va apprendre l'empressement et le zèle de la fourmi. Asher enna lo katzin velo shoter velo moshel. Asher agra bakaitz lahma. En tout cas, ce même Rabbi Shimon ben Halafta avait voulu voir est-ce que c'était vrai que l'oiseau, une fois qu'il a perdu ses plumes, il ne peut plus survivre. Eh bien, il avait pris une volaille comme ça et il avait emmitouflé avec une peau épaisse de ceux qui travaillent dans le cuivre, et il avait mis dans un endroit qui était chaud, comme dans un tanour où il restait encore de la chaleur. Il avait bien emmitouflé un certain temps jusqu'à ce que les plumes ont repoussé, et même mieux qu'avant. Alors maintenant, la Gemara nous dit que Rabbi Yehuda n'est pas le seul à avoir pensé que lorsqu'on retire le duvet de tout le corps d'une volaille, la volaille peut mourir et elle est très fade. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yehuda et Rabbi Ishmael amrou davar echad. Rabbi Yochanan pense que même Rabbi Ishmael est du même avis, que la plume est comparée à la peau. Vous vous rappelez ce qu'on avait appris à propos d'une bête? Si on a dépouillé une bête de sa peau entièrement, quel est le din? Taref. C'est l'opinion de Chachamim. Rabbi Meir n'était pas d'accord, mais Chachamim disait que taref. Alors Rabbi Yehuda, il dit que c'est la même chose pour la plume, c'est comme de la peau. Rabbi Ishmael aussi dirait la même chose. Où est-ce qu'on retrouve Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael Omer, Hanotza mitztarefet. Qu'est-ce que ça veut dire?
Nous avons une halakha à propos de pigoul. Vous savez qu'est-ce que c'est que pigoul? Pigoul, c'est lorsque le shochet, qui a fait la shrita d'un korban, au moment de la shrita, il avait l'intention de manger la viande de ce korban qu'après le temps imparti. Dans ce cas-là, la bête, elle est pigoul, elle est immédiatement frappée d'interdiction à la consommation. Celui qui en mangerait, il serait hayav, karet. Quel est le din si quelqu'un a fait la melika d'une volaille avec l'intention de manger cette volaille au-delà du temps imparti? Quelle est la volaille que le Kohen mangeait en tant que korban? Rappelez-moi, hatat. Ola est entièrement brûlé. Hatat est mangé. Mais figurez-vous, incroyable, c'est qu'on considère que la volaille, si le Kohen, au moment où il a fait la melika, il avait pensé manger la chair de cette volaille au-delà du temps imparti, c'est pas seulement la volaille elle-même, mais même sa peau. C'est-à-dire qu'il faut kazaït. Si par exemple, le Kohen, au moment de la melika, il a dit « Je vais manger un demi-kazaït au-delà du temps imparti », est-ce que la volaille, elle est pigoule? Bravo. Elle n'est pas pigoule. Pour que la volaille soit pigoule, il faut qu'il ait l'intention de manger au moins un kazaït au-delà du temps imparti. S'il pensait manger moins d'un kazaït, ça ne s'appelle pas achila. Achila, c'est kazaït. Maintenant, imaginons que dans le kazaït qu'il avait pensé manger, il y avait par exemple 3/4 de zaït de chair de la volaille, et 1/4 du zaït, c'était de la peau de la volaille. Est-ce que la peau est appelée achila, les gabé, kazaït? Est-ce qu'il s'est mis tstaref pour dire qu'il avait l'intention de manger kazaït? Oui, bravo. Oui, tout le monde est d'accord là-dessus. Quel est le din si ce Kohen Meshuga, Mahaboul, il a voulu manger aussi avec les plumes? Il a dit, je vais me faire un petit kiff. Je vais manger avec les plumes. J'aime bien les plumes, le duvet, le duvet. C'est quoi le Ikat, c'est quoi le café? Étant donné que c'est mitztaref, ça veut dire Rabbi Ishmael va dire, c'est un hidouj Rabbi Ishmael. Hakramim disent non, la plume, c'est pas mangeable. Mais Rabbi Ishmael il dit que la plume, ça fait partie de la peau. Et donc c'est mitztaref. Et par conséquent, s'il y avait kazaït en tout, chair plus peau plus plume, pigoule. Et donc Rabbi Ishmael, c'est lui qui dit que la plume peut être considérée comme la peau. Qu'est-ce que dit Rabbi Yohanan? Eh bien Rabbi Yehuda n'est pas le seul. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Yehuda? Que la plume, c'est comme la peau. Si tu vas déplumer un oiseau entièrement de tout son duvet, c'est comme si tu lui as retiré toute la peau. Glouda. Et donc tréfa. C'est Rabbi Yehuda qui disait ça. Rabbi Yohanan dit, il n'est pas le seul. Je déduis de Rabbi Ishmael qui pense comme Rabbi Yehuda, puisqu'il a dit que le duvet s'associe au pigoul, à la peau, pour le pigoul. Amar Rava dit Maloi. Rava dit, excuse-moi Rabbi Hanan, mais ta comparaison n'est pas raison, car je peux distinguer entre les deux cas et dire que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Il s'explique. Ad kan lo kama Rabbi Yehuda acha, ela le'inyan terefa, de le'kamide de megin aleh, aval le'inyan ipgule, ke rabanan sviraleh. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se peut que, à propos de la terefa, Rabbi Yehuda ait dit qu'en effet elle est terefa. Pourquoi? Car puisqu'il n'y a plus de duvet, il n'y a plus de plumes pour protéger le corps de la volaille, c'est comme si tu lui avais retiré la peau, et donc son corps se retrouvait à nu, elle n'est plus viable. Mais par contre, au niveau de pigoul c'est une question de achila. Si le Kohen, au moment de la Melika, avait pensé manger de la volaille au-delà du temps imparti. Manger, ça s'appelle quoi manger? Manger ce qui est comestible. Mais des plumes, c'est pas comestible. Même Rabbi Yehuda, qui a dit que une volaille sans plumes est tréfa, serait d'accord avec Hachamim qui ont dit que les plumes ne sont pas mitztaref.
les plumes ne s'associent pas au kazaït, car c'est pas mangeable. Et même Rabbi Yehuda en convient que c'est pas mangeable. Donc ne me mets pas Rabbi Yehuda au diapason avec Rabbi Ishmael. Et même Rabbi Ishmael, c'est possible qu'il soit pas d'accord avec Rabbi Yehuda au niveau de Tréfa. Ve'adkan lo kama Rabbi Ishmael atamela le'inyan ipgule, aval le'inyan Tréfa agune lo megin. Et vice versa. Rabbi Ishmael, il peut te dire, au niveau de Achila, en effet, c'est mitztaref. Nachon, parce qu'il pense que la plume, elle est mangeable comme la peau, et elle s'associerait à la chair. Ça veut dire que, bien sûr, manger que des plumes, personne n'en mangerait. Mais quand tu manges avec, même la peau. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui mange la peau toute seule? Non. Il la mange quand c'est associé à la chair. Alors, la même chose, la plume, quand c'est associé à la chair, c'est mangeable. Alors, Rabbi Ishmael, il dit ça qu'au niveau de Achila. Mais au niveau de Tréfa, peut-être qu'il pense comme Hachamim en disant que la plume, une volaille peut vivre même sans plume. La preuve, Rabbi Shimon Halafta, il avait fait l'expérience. Il a fait repousser même les plumes. Donc, c'est pas un problème. Donc, l'un n'est pas d'accord avec l'autre et l'autre n'est pas d'accord avec l'un. Ne les mets pas au diapason. C'est ça la remarque de Rava. Rava dit, Rabbi Yehuda et Rabbi Ishmael disent quelque chose chacun, respectivement, qui peuvent prêter à confusion et croire que, en fait, ils pensent pareil. Mais non. Dans l'absolu, chacun, quand il a dit ce qu'il a dit, c'est par rapport à son registre, à lui. Rabbi Yehuda a parlé de Tréfa, Rabbi Ishmael il a parlé de Achila, et ils n'ont rien en commun. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est que l'un et l'autre a dit que la plume, ça a une importance. Mais pas du tout dans le même domaine. L'un, c'est par rapport au domaine Tréfout, et l'autre, c'est par rapport au domaine Achila, mais ça n'a rien à voir. Nouvelle Mishnah. La Mishnah en bas, אחוזת אדם והמעושנת והמצוננת ושאכלה הרדופני ושאכלה צואת תרנגולים או ששתתה מים הרעים כשרה. אכלה שמה מוות או שהקיחה נחש או שהקישה נחש מותרת משום טרפה ואסורה משום סכנת נפשות. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici on va parler d'une bête qui a consommé des produits toxiques, des produits dangereux. Est-ce qu'elle est considérée tréfa pour autant ou pas? Alors là, on va nous dire comme ça. Ahuzat Haddam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ahuzat Haddam. Elle a eu un excès de sang. La bête a eu un excès de sang. Et donc, elle est arrivée jusqu'à être asphyxiée. Alors, ce sont des sortes de maladies liées au sang. Comme ça dit Rashi, Ahazad dam vehalta, et ici ils expliquent que c'est Gorem lah lehenek. Le Rambam dans Pirusha Mishnayot, il dit que carrément elle est étouffée. Hameushenet, celle qui a été enfumée. Elle a respiré beaucoup de fumée. Il y avait un incendie à côté, elle a respiré la fumée. Elle a les poumons complètement goudronnés. Hametsunenet, celle qui est enrhumée. C'est-à-dire qu'elle est tombée malade par le froid. Hein? Comment vous dites? Ça a l'air léger quand même. C'est léger pour un ours qui vit au pôle Nord, mais pour une vache qui vit à Natania, la pauvre, si on la met là-bas. Si elle est enrhumée, c'est... Hametsunenet, les sheachla, elle est grippée, bravo. Les sheachla hirdufani, celle qui a mangé du hirdufani, qui est du poison pour la bête. Sheachla tsoat tarnegolim, ou bien qui a mangé des excréments de coq, de poulet. Et ça, c'est considéré comme du poison pour la bête. O sheshateta maim haraim, ou qui a bu de l'eau qui est restée découverte, et que peut-être un serpent aurait bu et injecté du venin à l'intérieur. Keshera. Dans tous ces cas de figure, on a le droit de manger la chair. Alors, je vous lis ici une belle explication. Afalpi shebechol ele hayya bema besakana ena terefa
כי טרפה היא בהמה שיש בה פגם באחד מאיבריה שתמות ממנו, ואילו כאן אין לה פגם באחד מאיבריה, אלא חולי בלבד. והרי זו דוגמה של מסוכנת שאינה טרפה ומותרת באכילה, אף שהולכת למות. C'est magnifique. Ici, il donne une explication du Meiri qui dit que comment se fait-il que la bête qui est ingurgitée du poison, et on le sait pertinemment qu'elle va mourir, elle ne soit pas terefa. Pourtant, qu'est-ce que c'est qu'une terefa? C'est une bête qui a été atteinte dans l'un de ses organes vitaux, et on sait qu'elle n'est pas viable, et c'est ça terefa. Pourquoi est-ce qu'ici, bien qu'elle ait consommé du poison, et du poison pour elle, comme le hirdoufani, comme Tsoat Tarnegolim, c'est mortel pour elle. Et malgré tout, elle est cachère. Comment c'est cachère? Il nous dit cachère parce que c'est exactement comme une mesoukenet. Rappelez-vous. On avait appris qu'une mesoukenet, c'est-à-dire une bête qui est mourante, agonisante, si on lui fait la shrita avant qu'elle ne meure, eh bien elle est cachère. Il fallait juste une preuve comme quoi il y avait un signe de vie, qu'au moment où on lui a fait la shrita, elle était encore vivante vraiment. Il fallait qu'elle bouge la patte, ou toutes sortes de... ou le zinno kaddam, il y avait des simanim, comme quoi elle était encore vivante au moment de la shrita. Mais on sait pertinemment que elle va mourir dans 3 minutes. Comment on appelait cette viande? Bessar koskos. Hein? C'est pas de la viande de couscous, c'est koskos. C'est on va voir le shochet, on lui dit maher, maher. Kos, ça veut dire fais la shrita. Kos, shrita. Kos, vite, shrita, shrita, avant qu'elle n'expire son âme. Parce qu'il la voit, c'est là en train d'expirer son âme. Ça veut dire qu'elle est petit à petit en train de rendre, d'agoniser. Donc, elle va rendre son âme dans quelques minutes, on le sait. Eh bien, pareil, quand elle a mangé du poison, on sait qu'elle va rendre son âme dans quelques minutes. Mais physiquement parlant, les membres ne sont pas atteints. Les intestins ne sont pas perforés. Physiquement, au niveau anatomie, c'est pareil. Il n'y a pas eu d'organes perforés, nécrosés. Il y a quelque chose de mortel dans son sang. D'accord? Elle est cachère. Elle est cachère. Et il n'y a pas un problème ici de santé pour l'homme. Comment il va manger des trucs pareils? Réponse non. Parce que ce qui est considéré comme poison pour elle n'est pas forcément poison pour l'homme. Hein? C'est un poison pour l'homme. Alors regardez. Maintenant, Achla samam mavet. Osheki shanahash. Maintenant, si elle a mangé du poison, qui est du poison pour l'homme, ou bien Hekishan Nahash, elle a été mordue par un serpent, dans un membre qui la rend pas tréfa. D'accord? Dans tous ces cas de figure, qu'est-ce que nous disons? Qu'en effet, Midin tréfa, il n'y a pas de Issour, mais Midin Sakanat Nefashot, il y a un Issour. Pourquoi? Étant donné que ce venin a pénétré le corps de la bête, quand il va mettre ça dans sa marmite, il va manger du venin. Et l'homme va mourir. Et donc c'est du c'est du venin pour l'homme, sakanat nefashot. Quand c'est du venin qui est dangereux que pour la bête et pas pour l'homme, ça n'a pas forcément d'impact négatif sur la santé de l'homme. Alors il n'y a ni problème de tréfa, ni problème de sakanat nefashot. Mais lorsque c'est un venin qui est un poison pour l'homme, qui se trouve maintenant dans le corps de la bête, alors c'est vrai que Midin Tréfa, elle n'est pas Tréfa, comme on a expliqué, que anatomiquement parlant, tout est en place, les membres n'ont pas été atteints, mais puisqu'il y a dans ce corps-là, dans cette chair-là, il y a du poison, assour de manger Messoum, Sakanat Nefashot. Hein? Comment? D'accord. Donc on la mange pas. Non, elle ne veut pas mourir. C'est l'homme qui va.
Alors pourquoi tu dis Le poisson, avec à 10 ans. De le chien, tu as tué le chien. Il y a une sorte de plante qui s'appelle hiltit. Si le propriétaire de la bête a gavé sa bête avec du hiltit, eh bien la bête est terefa. Pourquoi? Parce que le hiltit n'est pas qu'un poison, qu'un venin qui tue la bête en laissant son corps intact, mais ce qu'il fait, c'est qu'il perfore les intestins. C'est un Rashi dit à propos de hiltit, Koret shel hiltit hadhu venokev et bnei ame'aim. Hiltit lazra. C'est du lazra. Vous connaissez? Non? Mais exactement. Chardon, c'est quoi? Du lazra. C'est quoi la Lazra? Vous savez pas? Moi non plus. Pas des chardons, à peine piquant, des machins. Alors c'est une sorte de plante qui est piquante, qui a des pics et qui perfore les intestins. Des orties peut-être. En tout cas, ça perfore les intestins. C'est ce qui fait que physiquement, elle est terefa. Alors, la Gemara pose la question, elle dit, je comprends pas comment tu peux dire que hiltit, ça la rend trefa. Pourtant, on a appris dans une braïta. Ahuzat Adam, c'est quoi Ahuzat Adam? Une bête qui est malade par excès de sang. Amerouchenet, c'est quoi? Elle a avalé trop de fumée. Chez Achla Irdoufani, elle a mangé des plantes qui sont du poison pour la bête. Chez Achla Tsoat Negolim, qui a mangé excrément de poulet qui est dangereux pour elle. Chateta Maimaraim, ou bien elle a bu de l'eau qui était découverte ou peut-être le serpent a mis quelque chose. Oh, il a ita tira. C'est quoi il a ita tira? C'est qu'il il a gavé avec de l'herbe qui est très très amère, que la Gemara va expliquer c'est quoi ce fameux tira. Et ou bien hiltit. C'est quoi hiltit? La plante là qui peut perforer les intestins. Au pilpeline. Qu'est-ce que c'est pilpeline? Des piments piquants qui est mazik la béma qui mange. Au achla samamavet. Ou bien qui a carrément mangé du poison. Keshera. Dans tous ces cas de figure, keshera. Et kisha nahash. Si elle a été mordue par un serpent ou par un chien enragé, eh bien, on a le droit de la manger. Mishum terefa, il n'y a pas de problème. Asura mishum sakanat nefashot. Elle est interdite juste par rapport à la sakana, parce que l'homme qui mangerait pourrait tomber malade par ce venin. Alors, kashia hiltit a hiltit. Kashia samamavet a samamavet. Alors, d'une part, tu me dis que hiltit, Shmuel a dit que quoi? Que ça la rend trefa, alors que dans la Braïta, on a dit que keshera. Deuxièmement, à propos de samamavet, achla samamavet, tu me dis keshera. D'accord? Keshera, ça veut dire quoi keshera? Tu as le droit de la manger. Et il n'y a même pas de problème de sakanat nefashot. Alors que dans la Mishnah, on a appris clairement qu'il y a une sakana pour l'homme. La Gemara dit hiltit la kashia. Kan be'alin, kan be'kratin. Qu'est-ce que ça veut dire? Le hiltit, il y a deux sortes de hiltit. Il y a les feuilles de hiltit et il y a les grains de hiltit. Les feuilles de hiltit, c'est pas tellement piquant au point de perforer les intestins. Tandis que les graines de hiltit, c'est tellement piquant que ça va perforer les intestins et ça va la rendre terefa. Voilà pourquoi elle est interdite. Samamavet à samamavet la kashia, hadida de adam. Quand on a dit que une bête qui a mangé du poison, elle est quand même keshera pour l'homme, et on n'a pas dit que l'homme il doit s'abstenir à cause de sa kanat nefashot, parce que c'était un poison qui était poison pour la bête, mais qui n'est pas poison pour l'homme. Et ça existe. Vous saviez ça, qu'il y a des poisons qui peuvent tuer la bête et pas l'homme? C'est pas transmissible. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dangereux que pour elle. Elle fait une réaction allergique à ça. Elle fait une réaction. Pour elle, c'est du poison. Et pour l'homme n'a pas d'allergie à cela. Il ne réagit pas à ça. Il y a aussi l'inverse.
Donc, ça m'avait la kashia. Hadida deada. Quand on a dit que c'est samamavet, que c'est interdit pour l'homme parce que c'est dangereux pour lui, bien que c'est pas très mais c'est dangereux, l'homme ne faut pas manger de cette viande, c'est lorsque elle a mangé ou elle a été piquée par un serpent qui est dangereux pour l'homme. Le poison, le venin d'un serpent est dangereux pour l'homme. Alors il n'a pas le droit de manger de cette viande à titre de santé, de préserver sa santé. Tandis que ce qui est samamavet pour elle et pas pour l'homme, il a le droit de manger. Pourquoi je vais m'abstenir de manger de la viande, de quelque chose qui pouvait la tuer à elle? Ça pouvait la tuer à elle, mais ça ne va pas me tuer à moi. Et dans le deuxième cas, la bête, elle meurt quand même. Elle pourra mourir si on l'a laissée, mais on lui a fait shrita avant qu'elle meure. Non, mais dans le cas où c'est transmissible pour l'homme, c'est-à-dire où c'est dangereux. Pas forcément, ou oui ou non, ça n'a pas d'intérêt. Parce que il y a reliot que ça peut la tuer, il y a reliot que ça peut ne pas la tuer, ça change rien. C'est dangereux pour l'homme. Nous, on a l'interdiction de la manger par rapport à nous. sakana. Exactement. Mais est-ce que la bête, elle devient tréfa ou pas? Ah, mais de toutes les façons, elle ne devient jamais tréfa. De toutes les façons, elle ne devient jamais tréfa. Même quand elle a mangé du poison pour elle, c'est pas tréfa. Pourquoi? Parce que au niveau anatomique, elle est restée intacte. Comment ça se fait Hein? Si Après, c'est sur la achila ou pas achila, mais tréfa, ça n'est jamais tréfa. Comment on peut dire qu'elle est restée intacte? Comment? D'accord, elle est restée intacte, la bête, je suis d'accord. Mais la définition de tréfoot, c'est qu'elle ne peut pas survivre 12 mois. Qui me dit que maintenant que le poison qu'elle a avalé, qu'elle peut survivre? Vous êtes sortis au bon moment. On a expliqué que c'était exactement comme une mesoukenet. La mesoukenet, c'est une bête qui est mourante. On sait que dans 2 minutes, elle va mourir. Et maintenant, je lui fais la shrita, parce que je la vois déjà toute fatiguée, en train de commencer à rendre son âme. Et on a le droit de couscous. On a le droit de faire du couscous avec. Alors, vous avez compris la réponse. La réponse, c'est-à-dire qu'on sait pertinemment qu'elle va mourir, et malgré tout, c'est pas pour... Parce que physiquement parlant, elle est intacte. On s'en fiche qu'elle va mourir. Quand est-ce qu'on dit que c'est tréfa? C'est lorsque physiquement, il y a un membre qui a été atteint. L'un des organes vitaux qui est atteint physiquement, il y a un trou dans le poumon, il y a un trou dans le cœur. Mais là, tout est intact, juste qu'on sait que l'effet du venin va le tuer. C'est comme une mesoukenet, que c'est cachère. Maintenant, la Gemara nous dit Maïtira, excusez-moi, Samamave di Behema inu irdufani. La Gemara dit je comprends pas. Tu m'as dit Samamavet. Et tu m'as dit aussi Irdufani. Mais Irdufani, c'est Samamavet. Très gavné Samamavet. C'est pour nous dire qu'il y a des choses qui tuent la bête. Soit c'est du Irdufani, c'est une sorte de plante, soit un poison quelconque qui peut tuer la bête. Maïtira. C'est quoi tira là? Ikara d'imrirata. C'est la racine d'un maror. Ici, il nous dit que Ikara d'imrirata, shoresh shel Torah. C'est quoi Torah? Non. Ici, Tosfot à gauche, il dit Piresh à contraste Torah, ou Beperikol Shara Piresh Emrofil. Emrofil. Le mot Merirata, il dit que par le contraste, une fois il l'a traduit par Torah, et une fois il l'a traduit par Imrofil, donc comme s'il y a une contradiction dans Rashi. Ici il dit que c'est le Tzemach Hankoniton. Tzemach Hankoniton, Karui Kova Nazir ou Honek Adov, ou Mimishpahat Atzmachim, Arav Shnatim, Adomim Le'esev, עם אשכולות של פרחים אדומים לכובע. העלים והשרשים של מינים רבים של הצמח מכילים רעל. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que c'est un petit peu comme des champignons venimeux qui ont un chapeau. Il dit que ce sont comme des chapeaux au niveau des prahim. Et les halim et les sharashim ont du poison. Ok. Amar Rav Yehuda, Hayman de Achal Tlatatik le Hiltit Ali Barikana, Mishtelach Mashre. Rav Yehuda dit que celui qui mange 3 volumes de Hiltit à jeun, eh bien, toute sa peau va se détacher de son corps.
Ça veut dire que ça va lui causer une telle fièvre que sa peau va se détacher. Amarabi Abaou, Bedidi Abaouvda, Ve'achle Hatikla Hiltita, Ve'ilo Diadve Bemaya Mishtelach Mashrai, Bekiyamti Be'atzmi Achokmat Haye Ba'alea. Rabbi Abbi Abaou a dit, moi une fois j'ai eu l'occasion de manger un volume de Hiltit comme ça, et j'ai senti que la fièvre montait, que j'allais carrément avoir cette peau-là qui se détache carrément du corps, et vite je suis rentré dans un bassin d'eau froide, et je me suis, grâce à cela, soigné, et j'ai dit à Chochmat et Haye Ba'alea. Voilà que c'est appliqué le passouk dans le Kohelet qui dit « La sagesse peut sauver la vie de l'homme ». Comment ? Parce que j'avais appris au Dafayomi que c'est à cause de la chaleur, une température excessive, eh bien j'ai compris qu'il fallait vite me mettre dans un bain d'eau froide, et grâce à cela j'ai survécu. Amarav Yosef, Haïman de Achil. Alors maintenant, s'il vous plaît, je vous demande de ne pas sourire. Haïman de Achil, Shit Serebe'e. Ve'arba'a amguze. Ve'shav butita de parhe. Ve'shate revi'ata de dufsha. Bitkufat tamuz. Ali barikana. Midrakar talia de libe. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui mange 17 œufs et 4 noix et 7 comment on appelle ça, grains de caprier, de capre, et il boit un révéite de miel, et il mange tout ça pendant la chaleur du mois de Tammuz, où le soleil est à fond, à l'Ibarikana, et tout cela il mange à jeun. Je répète, 7 œufs, 4 noix, 7 capres, 17 œufs, avec un révéite de miel en été quand le soleil il bat son plein, à l'Ibarikana, à jeun, mitrakar talia deliba. Alors, il risque une crise cardiaque, son cœur va le lâcher. Haou Bartavia, on va terminer avec ça. Haou Bartavia de Ataleberesh Galuta. Aïe 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 aïe, il était une fois un jeune cerf, une petite gazelle qu'on a amené au Resh Galuta, le président de la communauté babylonienne des Havamefasakar An Batriata, dont les pattes arrière étaient coupées. On avait coupé les pattes arrière, c'est-à-dire le bas de la patte était coupé. Bat kera betsomet agidin ve'archere. Alors Rav, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé au niveau de l'articulation. Tous les tendons étaient là, présents. Il a dit que c'est kasher. Après avoir vu que dans Tsomet Agidin, tout est parfait. Il y a là-bas, dans les Gidim, il y a trois tendons là-bas. Savar le Michal mine beumtsa. Alors Rav a dit, j'ai envie de manger un peu de cette gazelle. Et de quoi faire? Et de manger un petit peu. Beumtsa, ça veut dire carpaccio, à peine steak tartare. À peine grillé. Amar le Shmuel velo haishmar le nikure. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est fort possible que cette gazelle a perdu le bas des pattes, vous savez comment? Par la morsure d'un serpent. Il y a un serpent qui l'a mordu là-bas et qui a carrément nécrosé toute la patte. Et donc c'est comme ça que la pâte s'est effritée, elle est tombée. Et vous allez manger maintenant quelque chose qui a absorbé du venin de serpent. C'est dangereux. Alors écoutez ça. Amar levechi lo haishmar le nikure. N'avez pas peur du venin de serpent qui l'aurait peut-être piqué. Amar le maitakanata. C'est-à-dire, comment pourrais-je savoir si oui ou non cette bête est empoisonnée et donc j'ai pas le droit de manger, de peur que je m'empoisonne. Il lui a dit, eh bien, vous pouvez faire l'essai. Nutve betanoura de iubadik nafshe. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenez ça, cette viande, mettez-le dans le tanour. Et vous allez voir quelle sera la réaction de la viande. Utve nafal tilhe tilhe.
dès qu'il a mis la viande de la gazelle, la chair de la gazelle dans le four, ça s'est effrité en petits morceaux. Il a compris que le venin du serpent avait envahi le corps et maintenant, avec le feu, ça s'est complètement effrité. Car Shmuel allait des Rav, lo yehoune la tzadik ol aven. Shmuel a dit, Rav, comme vous êtes un tzadik, Akadosh Baruch Hu m'a envoyé au bon moment pour vous sauver la vie. Car Rav allait di Shmuel, kol raz lo anislach. Rav a dit de Shmuel, aucun secret ne t'échappe. C'est un pasouk à propos de Daniel, où Nebuchadnezzar lui a dit, kol raz lo anaslach. Tu connais tous les secrets. Tu as interprété le rêve qui m'échappait totalement. Alors il lui dit, regardez comment chacun envoie des fleurs à l'autre. Au lieu que chacun dise, Rav, il aurait dû dire, ah, moi je suis un super tzaddik, Dieu m'a envoyé Shmuel au bon moment pour me sauver la vie. Et Shmuel aurait dit, moi je suis un super hacham, aucun secret ne m'échappe, je suis science infuse. C'était le contraire. Shmuel dit, mais c'est toi le mérite, à toi revient le mérite. Lo yehoune la tzaddik kol aven, le tzaddik n'aura aucun mal. Donc quelque chose m'a envoyé juste au bon moment. Et Rav va dire, mais c'est toi le hacham. C'est grâce à toi, c'est toi qui m'as sauvé la vie. C'est comme ça les tzadikim. Chacun doit faire kavod à l'autre et non pas s'attribuer à soi les honneurs. Au contraire, chacun doit chercher à honorer autrui. Voilà, c'est vrai. mais le problème, c'est que chacun voit sa vérité. Une question générique. Si on parle dans la Guémara, partout on parle de explique.